Le mardi 19 mai, des milliers de développeurs ont constaté la quasi-disparition de leurs éditeurs de code à l'ouverture de leurs ordinateurs. Le terminal a disparu, l'explorateur de fichiers aussi, et la possibilité même de modifier directement le code a été supprimée. À la place, ils se sont retrouvés avec une interface de chat. Google a lancé une mise à jour automatique d'Antigravity la nuit, et en quelques heures, Reddit et les propres forums de développeurs de Google étaient submergés de messages signalant que leur projet en cours était devenu inutilisable. Un développeur pensait que des personnes non techniques avaient mis du code en production, tandis qu'un autre parlait d'un immense retour en arrière. Pourtant, ce n'était pas un bug. C'était volontaire. Google n'a pas juste mis à jour un outil. Ils l'ont reconfiguré pour obliger les développeurs à adopter une solution plus large. Prête ou non, la communauté doit suivre la transition imposée par Google. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé ici, parce que Antigravity version 2 n'est pas vraiment une mise à niveau au sens traditionnel du terme. C'est plutôt comme si Google avait pris un produit que les développeurs utilisaient déjà et l'avait transformé en quelque chose de fondamentalement différent. Et ce faisant, ils ont peut-être bien forcé tout le monde du développement logiciel à entrer dans l'ère des agents IA, qu'ils le veuillent ou non. Antigravity a commencé en novembre 2025 comme éditeur de code propulsé par l'IA. C'était ça le concept. Google l'a conçu pour rivaliser avec Cursor, et c'était essentiellement un outil à fonction unique. Vous l'ouvrez, vous codez, l'IA vous assiste tout au long. Il remplissait le rôle attendu pour ce type d'outil. Avançons jusqu'en mai 2026 et Google I.O. Et soudainement, Antigravity n'est plus un éditeur de code, c'est une plateforme complète. La version 2 est désormais livrée avec 5 composants majeurs. Application de bureau autonome, nouvelle interface en ligne de commande, remplaçant l'ancien Gemini CLI, et SDK pour développeurs afin de créer des flux de travail personnalisés. Ce qu'on appelle des agents gérés, qui est essentiellement une couche d'API pour lancer des agents IA à la demande et ensuite une voie de déploiement en entreprise via Google Cloud. Ce n'est pas une mise à jour, c'est une reconstruction totale. L'application de bureau est là où se passe la majorité de l'action. Elle n'est plus conçue comme un IDE traditionnel. Elle est conçue comme ce que Google appelle une tour de contrôle d'agents. Vous pouvez maintenant exécuter plusieurs agents IA simultanément, chacun travaillant sur des parties différentes de votre projet. Un agent s'occupe du back-end, un autre construit l'interface. Ils travaillent simultanément et vous n'attendez pas qu'un ait terminé pour que l'autre commence. Vous pouvez planifier des tâches à exécuter en arrière-plan, donc ces agents ne restent pas simplement là à attendre que vous leur disiez quoi faire. Ils travaillent activement, même lorsque vous ne regardez pas. Google a ajouté la prise en charge des commandes vocales, comme déjà sur Gmail et Docs. Et tout cela se connecte directement à Google IA Studio, au développement Android, à Firebase, à tout l'écosystème Google. Google a même déclaré qu'ils avaient utilisé Antigravity lui-même pour aider à construire Gemini 3,5 Flash, ce qui est un signe assez fort que cet outil gère déjà du travail de production réel en interne. Maintenant, la migration du CLI est un tout autre problème, et elle cause ses propres soucis. Si vous utilisiez Gemini CLI, Google veut que vous l'abandonniez complètement. La date limite est le 18 juin 2026. Après cette date, Gemini CLI ne fonctionnera plus pour les utilisateurs pro, ultra et même ceux de l'offre gratuite. Un autre rapport indique que les extensions IDE de Gemini Code Assist cesseront également de traiter les requêtes entièrement. Donc ce n'est pas facultatif. Le nouveau Antigravity CLI est développé en Go, ce qui le rend plus rapide et plus réactif que l'ancien outil. Il gère les flux asynchrones, ce qui permet de contrôler plusieurs agents en arrière-plan. Et il utilise le même système d'agents que l'application de bureau, ce qui signifie que toute amélioration apportée par Google au système central d'agents s'applique simultanément aux deux produits. La migration proprement dite est simple si vous savez ce que vous faites. L'ancienne commande était Gemini, et maintenant c'est Antigravity, mais la structure reste la même. Le problème n'est pas la complexité du changement. Le problème, c'est que Google a laissé moins d'un mois aux gens, puis a annoncé que l'ancien outil serait désactivé, prêt ou non. Mais l'aspect le plus intéressant de cette plateforme est la couche des agents gérés, où Google va bien au-delà d'un simple assistant de codage pour développeurs. Avec les agents gérés, vous pouvez créer un agent IA via l'API Gemini avec un seul appel d'API et cet agent peut raisonner, utiliser des outils et exécuter du code dans un environnement Linux isolé. À chaque début de conversation avec l'agent, un environnement est lancé et persiste pour les appels suivants, conservant ainsi le contexte et les actions effectuées. Les développeurs peuvent enrichir ces agents avec des instructions et compétences sur mesure, et Google IA Studio Playground offre désormais des modèles d'agents personnalisés pour simplifier cette tâche.
C'est en fait Google qui met à la disposition des développeurs la même infrastructure d'agents qu'il utilise en interne. Et elle est co-optimisée avec Gemini 3,5 Flash spécifiquement pour ce type de charge de travail. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Cela nous amène au modèle lui-même, car rien de tout cela ne fonctionne si l'IA sous-jacente n'est pas assez rapide pour réellement le gérer. Gemini 3,5 Flash est le moteur qui fait tourner tout cela ici. Google affirme qu'il atteint 289 tokens par seconde. À titre de comparaison, Claude Opus 4.7 fonctionne à 67 tokens par seconde et GPT 5.5 fonctionne à 71 tokens par seconde. Si ces chiffres se confirment, c'est environ 4 fois plus rapide que la concurrence. Google affirme également que Gemini 3,5 Flash surpasse l'ancien modèle Gemini 3,1 Pro sur la plupart des benchmarks tout en étant nettement plus rapide. La vitesse est encore plus importante lors de l'exécution de flux de travail agentiques où plusieurs agents attendent les uns après les autres dans des chaînes. Si un agent est lent, tout le système se retrouve bloqué. C'est la différence de vitesse qui rend possible ce type d'orchestration parallèle d'agents. Pendant la keynote d'I.O., Varun Mohan, qui dirige la plateforme Antigravity de Google, a fait une démonstration en direct qui était franchement assez impressionnante. Il a montré le système en train de construire un système d'exploitation complet à partir de 0 en 12 heures pour moins de 1000 $. Le processus a fait fonctionner 93 sous-agents, simultanément traitant 2,6 milliards de jetons à travers 15 000 requêtes au modèle. À la fin, il a lancé Doom en direct sur le nouveau système d'exploitation lors de la démonstration. Ce n'est pas un projet gadget, c'est un système d'exploitation complet, avec un noyau fonctionnel et suffisamment de stabilité pour faire tourner un jeu. Peu importe si la démonstration était parfaitement préparée, son ampleur montre clairement la direction dans laquelle Google pense que tout cela va. Alors parlons des prix, parce que Google essaie clairement d'en faire une gamme de produits à plusieurs niveaux. Le forfait Base Pro, inclus avec l'abonnement Google IA Pro, est conçu pour les développeurs ou ceux souhaitant tester les agents. Le nouveau forfait IA Ultra coûte 100 $ par mois et vous offre 5 fois les limites d'utilisation du forfait Pro. Ce niveau est bien plus adapté que le forfait Pro pour ceux qui utilisent plusieurs agents ou créent des workflows de production. Ensuite, il y a l'Ultra Premium à 200 $ par mois, qui coûtait auparavant 250 $ et qui offre 20 fois les limites d'utilisation du forfait Pro. Il est destiné aux équipes et aux entreprises, en particulier celles qui utilisent déjà Google Cloud. Google offre également 100 $ de crédit bonus aux nouveaux abonnés jusqu'au 25 mai 2026. Et le forfait Ultra inclut des avantages supplémentaires comme 20 Teraoctets de stockage et YouTube Premium. Pour les freelances, l'offre Pro suffit. Pour les startups qui lancent vite, l'offre Ultra est idéale. Les équipes d'entreprise peuvent directement accéder à la plateforme complète d'agents de Google Cloud. Google investit aussi beaucoup dans l'écosystème. Ils ont lancé le Hackathon Build with Gemini X Prize avec une cagnotte de 2 millions de $, qu'ils présentent comme le plus grand prix de hackathon jamais organisé. Ce n'est pas qu'un coup de marketing. Google cherche à dynamiser une communauté de développeurs autour de cette plateforme et à inciter les gens à développer sur cette plateforme le plus vite possible. Ils ont aussi annoncé une application mobile Google IA Studio pour laquelle les développeurs peuvent se préinscrire. Et l'argument ici, c'est que vous pouvez saisir une idée à la volée et la transformer en prototype fonctionnel avant même de vous asseoir à votre bureau. Les agents peuvent maintenant faire des appels API Google Workspace natifs. Android est entièrement pris en charge, permettant de créer et publier des apps via des prompts directement dans la console Google Play. Piste de test depuis l'intérieur du studio IA.
Et des projets entiers peuvent être exportés vers le développement local dans Antigravity en un seul clic, tout en conservant l'intégralité du contexte du projet. Ce n'est pas juste un outil. C'est Google qui essaye de contrôler toute la chaîne, de l'idée au déploiement. Quand on compare Antigravity 2.0 à la concurrence, le positionnement devient assez clair. Face à Cursor, Antigravity surpasse en orchestration multi-agent, planification en arrière-plan, commande vocale, intégration avancée avec Firebase et Android, et voie d'accès pour les entreprises via Google Cloud. Cursor garde tout de même l'avantage de la familiarité, car il est basé sur VS Code, donc les développeurs n'ont pas besoin de changer toute leur configuration. Face à GitHub Copilot Workspace, Antigravity dispose de capacités multi-agents bien plus puissantes et d'une automatisation beaucoup plus poussée. Antigravity coûte $100 par mois pour le forfait Ultra. Cursor coûte $20 par mois. Copilot Workspace est à $19, donc Google n'essaie clairement pas de concurrencer sur le prix. Il rivalise sur la richesse fonctionnelle et l'infrastructure. Si vous développez sur Android ou Google Cloud, Antigravity est conçu pour être le choix évident. Si vous voulez simplement un assistant IA dans votre éditeur existant, Cursor reste plus logique. Mais c'est là que l'histoire devient compliquée, parce que pendant que Google annonçait tout cela à l'I.O., le déploiement réel d'Antigravity 2.0 causait le chaos pour de nombreux développeurs. La mise à jour était automatique. Les gens n'ont pas choisi de participer, ils se sont réveillés avec un produit différent et les problèmes sont apparus aussitôt. Antigravity 2.0 et Antigravity IDE, qui est la version éditeur de code traditionnelle, semblent apparemment entrer en conflit lors de l'installation. Ils se disputent le même répertoire et s'écrasent mutuellement. Si vous aviez installé les deux, l'un supprimait l'autre. Les configurations d'espace de travail se retrouvaient corrompues, les développeurs perdaient leur configuration. Et le problème le plus important, c'est que Antigravity 2.0 est conçu pour un flux de travail complètement différent. L'expérience classique de l'éditeur a été vidée de sa substance. Les indicateurs visuels d'avertissement et d'erreur étaient absents ou moins visibles. L'édition directe du code a été limitée ou supprimée au profit d'une interface plus minimaliste. La gestion de Git et des dépôts est désormais plus manuelle et centrée sur la ligne de commande, plutôt qu'intégrée visuellement. Des développeurs ont déclaré se sentir aveugles face aux petits bugs, car l'IA ignorait les avertissements mineurs tant que l'application fonctionnait sans planter. En plus de cela, le système avait des problèmes de suivi. Lorsqu'on fermait une application qu'Antigravity testait, le chat la voyait toujours active et signalait cette fermeture comme un bug. Les développeurs devaient tuer les processus manuellement pour éviter de faux rapports d'erreur. Les forums Reddit et Google se sont remplis de plaintes en quelques heures. Quelqu'un a dit qu'on avait l'impression que des non-techniciens mettaient en production. Une autre personne a qualifié le virage centré sur les agents de recul massif. Pour beaucoup, la solution consistait à désinstaller complètement Antigravity 2.0, à télécharger séparément Antigravity Hide, à copier manuellement les fichiers de configuration, ou à revenir à la version 1.23.2 et à désactiver les mises à jour automatiques. Il y avait cependant des points positifs. La surveillance en temps réel s'est nettement améliorée. La consommation de mémoire est passée de plus d'1 gigaoctet à seulement 150 à 500 mégaoctets grâce au mode d'efficacité automatique. Google a rechargé les crédits en compensation. Mais les développeurs se retrouvent maintenant face à 3 outils distincts. Antigravity 2.0 pour les agents, Antigravity IDE pour le codage traditionnel et Antigravity CLI pour le travail en terminal. Le déploiement automatique a cassé les environnements sans avertissement ni option de retour en arrière. Pourquoi tant insister? Parce que pour Google, l'IA n'est plus une simple fonction, c'est la base. Ils utilisent une technologie similaire dans la recherche pour créer des mises en page personnalisées pour chaque requête. Gemini Spark exécute des tâches en arrière-plan à travers l'espace de travail. Gemini Omni gère la génération de vidéos. Le schéma est clair. Une IA qui fonctionne en continu, pas seulement à la demande. La vraie question est de savoir si les développeurs sont prêts. Parce que Google ne fait pas que rendre le codage plus rapide. Ils redéfinissent le rôle du développeur, qui passe de coder à superviser des agents. C'est très différent, et la réaction négative prouve que beaucoup n'étaient pas prêts à ce changement soudain, mais Google l'a tout de même imposé. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous enthousiaste à l'idée d'adopter des flux de travail avec des agents IA ou les développeurs ont-ils raison de résister? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt.